Quand j'avais 11 ans, pendant une rencontre avec mes parents, mon professeur de mathématiques leur a dit ceci. Les mathématiques auront une grande importance pour votre fils. 40 ans plus tard, on peut dire sans aucun doute qu'il avait raison. Être professeur de mathématiques, en particulier en école européenne, est sans aucun doute mon ikigai. Mais qu'est-ce que l'ikigai? C'est un concept japonais qui signifie à la fois raison d'être et joie de vivre. Pour résumer, c'est la profession qui vous donnera envie de vous lever le matin. Celle-ci doit être à l'intersection de 4 aspects. Tout d'abord, ce que l'on aime. Deuxièmement, ce pourquoi on est doué. Troisièmement, ce dont le monde a besoin. Et enfin, ce pourquoi on est payé, et même bien payé. L'ikigai est un concept très personnel. Votre ikigai n'est pas celui de votre voisin ou même de votre meilleur ami. Pour ma part, il m'a tout de même fallu quelques années pour l'atteindre. Je n'ai pas toujours voulu être enseignant. À l'âge de 14 ans, je voulais être acteur. J'ai pris des cours et joué dans de nombreuses pièces de théâtre. J'étais assez doué et d'ailleurs, en tant que professeur, je continue parfois à jouer un rôle. Mais le monde avait-il vraiment besoin d'un acteur de plus? Et si j'avais réussi à devenir acteur, aurais-je été bien payé? Ce n'est pas certain. La plupart des acteurs ne deviennent pas des stars, mais restent dans une situation financière plutôt précaire. Si j'étais devenu acteur, j'aurais donc probablement été dans cette partie du diagramme. Être acteur était une passion, mais certainement pas mon ikigai. Ensuite, pendant quelques mois, je me suis tourné vers la profession d'avocat. Mais je ne suis pas certain que j'aurais été passionné par le quotidien d'un avocat fiscaliste, par exemple, ni très doué pour l'étude des lois. Par contre, le monde a probablement besoin d'avocats, et c'est une profession où, en général, on est bien payé. En devenant avocat, j'aurais donc probablement été dans cette partie du diagramme. Être avocat aurait peut-être été une vocation, mais ce n'était pas mon ikigai. Finalement, j'ai donc opté pour le métier d'enseignant, de professeur, qui m'intéressait déjà à partir de l'âge de 6 ans. D'abord, je voulais être professeur en primaire, puis professeur de mathématiques en secondaire. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à donner des cours particuliers et j'ai constaté que c'était une activité qui me plaisait et pour laquelle j'avais un certain talent. De plus, il n'y a aucun doute, le monde a besoin d'enseignants. Malheureusement, en tant que professeur en général, il ne faut pas espérer être très bien payé. J'ai donc commencé ma carrière d'enseignant à 23 ans, avec un salaire correct qui me plaçait déjà assez proche de mon ikigai. Puis, au fil des années, ma situation financière s'est continuellement améliorée pour culminer il y a 7 ans avec ma nomination en école européenne. Maintenant, en tant qu'enseignant, et notamment dans la mission d'accompagnement des élèves pour l'orientation, je me demande comment faire pour les aider à atteindre leur propre ikigai. On dit souvent que les choix que l'on fera à l'école secondaire sont essentiels pour notre vie future. Par exemple, on entend des choses comme si tu arrêtes les matières scientifiques, tu vas te fermer beaucoup de portes. Ou alors, si tu ne travailles pas assez, tu n'auras pas les notes suffisantes pour entrer dans telle ou telle université. Ou encore plus extrême, si tu ne fais pas assez de mathématiques, tu vas rater ta vie. Ce seraient donc ces choix que l'on fait à l'âge de 15 ans qui nous permettent ou nous empêchent d'atteindre notre ikigai. Mais sont-ils vraiment les plus importants? Pour répondre à cette question, je me suis penché sur mon propre parcours en essayant d'identifier les moments clés qui m'ont permis d'atteindre aujourd'hui mon ikigai. Et ce n'est pas du tout ce que l'on pourrait croire. Mais tout d'abord, je voudrais émettre 3 hypothèses et vous demander de voter pour celle que vous pensez la plus probable. Comment ai-je réussi à devenir professeur en école européenne? Proposition 1, j'ai fait des études brillantes en mathématiques. Proposition 2, j'ai des contacts haut placés au ministère.
Proposition 3, vers 9-10 ans, je m'ennuyais en rentrant de l'école. Faisons donc un rapide vote à main levée. Si vous pensez que la bonne réponse est la proposition 1, levez la main. Merci. Si vous pensez que la bonne réponse est la proposition 2, levez la main. OK. Et si vous pensez que c'est la proposition 3, levez la main. OK. Pour savoir quelle est la bonne réponse, repartons au siècle dernier. De la P3 à la P5, j'étais scolarisé dans une école dans une petite ville en France et j'habitais à quelques centaines de mètres de là, dans une maison qui depuis est devenue un restaurant. Voici les lieux sur Google Maps qui ont peu changé depuis. Mes parents me laissaient souvent rentrer tout seul de l'école. Le chemin le plus court mesurait environ 1 km, une distance tout à fait accessible à pied. Quel enfant n'a pas rêvé de pouvoir rentrer tout seul, à pied, de l'école à la maison? Voici une photo du chemin que j'empruntais donc tous les soirs. Ce n'est pas très bucolique. En effet, je devais longer une voie rapide le long de la barrière de sécurité. Marcher le long d'une barrière de sécurité d'autoroute est un peu dangereux, même si à l'époque il y avait probablement un trafic routier moins intense qu'aujourd'hui. Mais surtout, c'était très ennuyeux. Comment faire pour s'occuper pendant les 15 minutes de ce trajet quotidien? À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, pas même de Walkman pour écouter de la musique. J'ai donc pris l'habitude d'utiliser un objet de divertissement plus ancien, le livre. Lire en marchant le long d'une autoroute n'est pas si facile. Il faut éviter les petits poteaux qui retiennent les barrières et aussi les trous dans le sol. J'ai donc développé une technique qui consiste à scanner les prochaines centaines de mètres pour repérer les éventuels dangers, puis à me replonger dans ma lecture. J'ai continué à pratiquer la lecture en marchant pendant les années qui ont suivi au collège puis au lycée. Et au bout d'un moment, j'avais une technique très avancée qui me permettait d'éviter les dangers de la route et du trottoir et de ne jamais avoir d'accident. C'est donc souvent en marchant que j'ai découvert des auteurs français comme mon auteur préféré à l'âge de 15 ans, Georges Perec. C'est aussi souvent en marchant que j'ai appris mes textes pour jouer des pièces de théâtre. En troisième année de licence, après le bac, j'ai changé de ville et j'ai découvert une librairie où on vendait des livres en anglais. À l'époque, j'avais un niveau très moyen dans cette langue, je vous rappelle que je suis français, mais sur un coup de tête, j'ai acheté un recueil des aventures de Sherlock Holmes. Lire ce livre en marchant ajoutait une difficulté. Ayant un vocabulaire limité, je soulignais les mots que je ne connaissais pas pour en chercher la définition plus tard. J'ai d'ailleurs un peu honte de vous montrer qu'à 20 ans, je ne connaissais pas la signification des mots chin, browse ou anger. Malgré cela, à partir de ce moment, j'ai lu presque exclusivement en anglais et souvent en marchant. En 1999, j'ai commencé ma carrière d'enseignant dans une autre ville de province. Et j'habitais dans une ville différente, donc tous les matins, je devais prendre le train, puis marcher pendant 25 minutes de la gare jusqu'au lycée. Autant de temps pour découvrir des auteurs anglophones, comme par exemple William Boyd, John Irving ou Terry Pratchett. Un jour, j'étais tellement passionné par mon livre que j'ai continué à lire en marchant à l'intérieur du campus, en me rendant vers ma salle de classe. La directrice adjointe m'a interpellé dans une courte conversation dont je me souviendrai toute ma vie. « Monsieur Védrine, vous lisez en anglais ? Et vous lisez en marchant ?» Oui, depuis plusieurs années. Seriez-vous intéressé pour créer une section européenne dans laquelle vous enseigneriez les mathématiques en anglais? J'ai tout de suite exprimé mon intérêt pour ce projet et les choses sont allées très vite. De 2004 à 2017, j'ai donc enseigné les mathématiques en anglais pour une partie de mon horaire. Cette expérience m'a amené à m'intéresser à d'autres approches des mathématiques et de l'enseignement. La rencontre avec un inspecteur pour ouvrir cette classe spéciale a aussi ouvert d'autres perspectives pour ma carrière, accueil de stagiaires, formation pour les collègues, notamment pour l'enseignement des mathématiques en langue étrangère.
Quelques années plus tard, une autre inspectrice a aussi donné mon nom pour intégrer une équipe d'auteurs de manuels scolaires, équipe dont je fais toujours partie. C'est ainsi qu'en 2017, quand j'ai posé ma candidature pour enseigner en école européenne, j'avais un dossier qui correspondait tout à fait au profil recherché. 7 ans plus tard, je m'interroge. Quels ont été les moments clés qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre mon ikigai? La difficulté, c'est qu'une vie est une suite d'événements interconnectés qui sont à la fois des causes et des conséquences. Est-il possible de repérer les embranchements majeurs, les moments où notre vie a pris un chemin qui n'aurait jamais été fermé sinon? Certes, le fait d'avoir suivi une filière scientifique au secondaire a eu un impact. Mais si j'avais choisi finalement la filière mathématiques et lettres qui m'intéressait initialement, je serais peut-être tout de même devenu professeur de mathématiques. Mon choix d'études secondaires, en sciences puis en mathématiques, a probablement aussi une certaine importance, mais je n'ai jamais vraiment eu de doute sur ce sujet. Et dans une ville de province française, les options n'étaient pas pléthoriques, donc on ne peut pas vraiment parler de choix. Par contre, je ne pense pas que je serais ici devant vous sans deux décisions, qui semblaient totalement anodines à l'époque. Lire en marchant, puis lire en anglais. Je pense que ce sont les décisions fondatrices de ma carrière, de ma vie, avec des impacts sur ma famille, mais aussi sur les élèves que j'ai croisés ensuite en section européenne en France et en école européenne. Mon conseil pour les élèves pourrait donc être le suivant. Marchez aussi souvent que possible, en lisant un livre, et de préférence en langue étrangère. Mais cela n'aurait aucun sens. Votre ikigai et votre parcours seront personnels. Chacun de nous est différent et il faut cultiver cette différence. Je dirais donc plutôt qu'à travers de choix personnels, vous pourrez développer des compétences qui vous ouvriront des portes parfois bien des années plus tard. Se tourner vers des activités constructives, c'est-à-dire qui vont construire votre personnalité, sera toujours bénéfique. Cela peut être marcher, lire, apprendre une langue étrangère, ou bien jouer d'un instrument, dessiner, faire du volontariat, organiser des conférences TEDx, être coach pour un speaker, apprendre l'utilisation des aspects techniques de son et de lumière, ou toute autre chose qui pourra vous démarquer des autres. Mais si vous décidez de lire en marchant, alors soyez prévenus. Même en levant la tête au début du chaque rue, vous ne pouvez pas imaginer où cela vous mènera. Merci.